Alors, on va commencer pour évoquer la question de la résilience. On va évoquer la question des sols. On en a déjà parlé pas mal tout à l'heure. Sous deux angles. Sous l'angle de la réparation, donc réparer des sols, et puis sous l'angle de la réconciliation. Ce terme sera un peu plus explicité tout à l'heure. On va commencer avec Anne Fischer, qui est donc artiste et designer, et qui travaille sur des plantes dépolluantes en particulier. Elle va nous expliquer son projet. Bonjour. Ça marche pas. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation et l'intérêt que vous portez à mon travail. Donc, comme il commençait à dire artiste et designer, donc moi mon travail, je m'intéresse entre autres au végétal comme un potentiel en fait important face aux problématiques actuelles, contemporaines. Et notamment, je me suis intéressée, et je m'intéresse toujours, aux plantes capables de réhabiliter les sols pollués. Et donc, le projet Blooming Ground qui est inscrit ici, c'est en fait une plateforme digitale où je présente en fait des valorisations possibles de ces plantes. Donc, il va y avoir, je vais présenter l'ampleur du problème, des procédés de dépollution et les possibilités de valorisation. Et donc notamment sur cette plateforme, on peut voir un projet, un de mes projets qui s'appelle Rising from its Ashes, qui est en fait un projet qui s'inspire des savoir-faire cévenols, donc dans la poterie. Et j'ai en fait, à partir de là, conçu des émaux qui utilisaient en fait ces plantes qui ont été capables en fait de pousser sur un ancien site minier complètement pollué. Et donc, dans ce travail de manière globale, je suis partie du constat en fait que l'industrie, enfin, les industriels aujourd'hui doivent, quand ils quittent un site, dépolluer leur site. Et donc, très souvent, pour faire ça, ils vont avoir recours à des procédés qui vont être coûteux, qui écologiquement ne sont pas terribles. Tandis qu'à côté de ça, on a ces plantes qui sont capables, en fait, d'extraire des polluants, de traiter des polluants. Mais ces procédés vont demander beaucoup de temps. Et dans certains cas, ceux auxquels je me suis intéressée, nécessitent absolument d'être récoltés. Sinon, voilà, les polluants retournent dans le sol, etc. Donc, à partir de là, pour moi, il était intéressant de réfléchir en fait à une valorisation de ces plantes. Et d'autant plus au niveau, bon, ça peut être industriel ou artisanal, mais au niveau industriel, je pense que c'est là le plus compliqué à mettre en place. Mais un des arguments, c'était de dire justement, il faut du temps pour que ces plantes réhabilitent le sol, mais cette durée, en fait, va permettre de développer une production industrielle, en fait. Et donc, voilà, c'était utiliser ces plantes, chercher des valorisations pour en faire des nouveaux matériaux, des produits, voilà. Donc, on peut se demander un peu quelle est la place ici de l'artiste, du designer. Et donc, moi, je suis partie un peu de la réflexion. Finalement, le designer a une étroite relation avec l'industrie, l'industrialisation, donc une responsabilité vis-à-vis de l'état de la planète actuelle. Et je pense que il faut arrêter de dire sans arrêt les industriels sont les grands pollueurs, essayer de faire culpabiliser les consommateurs, mais je préfère me dire ok, c'est comme ça, maintenant on passe à l'action, on trouve des solutions qui soient viables, d'autres manières de faire. Et donc, de manière plus générale, je pense que en tant que designer, l'intérêt va être on va analyser en fait le contexte dans sa globalité, essayer d'en extraire les problématiques, les enjeux. À partir de là, on va définir quels vont être les acteurs de ce territoire,
les disciplines avec qui on va pouvoir travailler, et ensuite, ensemble, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, chercher une réponse durable, commune, pour justement aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Alors Arnaud Daguin, vous m'avez expliqué que, ce que j'ignorais, que vous étiez un cuisinier longtemps, très longtemps, un cuisinier de haut niveau, et que maintenant vous vous intéressez à l'agriculture. Alors vous êtes parti de Laval pour revenir vers l'amont, et vous avez cofondé un mouvement pour une agriculture du vivant, et non pas de l'agriculture du vivant, comme c'est indiqué. Le pour a beaucoup d'importance pour vous. Et vous m'avez expliqué que vous êtes un adepte de paradigme de la réconciliation. Alors face à des sols qui ne sont pas clairement altérés par l'agriculture intensive, on peut se demander comment vous pouvez prêcher la réconciliation. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je suis cuisinier, alors le haut niveau, je vous laisse juge, mais c'est parce que j'étais cuisinier et que j'ai été restaurateur toute ma vie que je me suis sans arrêt posé cette question de ce que c'était qu'un bon produit. Et quand on se pose une question aussi simple, on peut toujours se méfier des résultats. De fait, ça fait 40 ans que je me la pose, et évidemment, j'ai toujours pas répondu, et je continue à tirer la ficelle. J'ai bien vu que tout seul, j'y arriverais pas. Et donc, je suis allé chercher un petit peu d'aide auprès de ceux qui commençaient à, comme moi, penser qu'on avait besoin de définir ce qu'était la valeur en termes d'alimentation, avant de commencer à gesticuler dans tous les sens, pour tenter d'en produire. En gros, hein, je vous le résume un peu comme ça. Alors pourquoi la réconciliation? Parce qu'il m'est apparu, il y a déjà quelques années, et au fur et à mesure que j'ai creusé un peu le sujet, il m'est apparu une évidence absolue, c'est qu'on était fâchés. Et ça depuis un bon moment. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, hein, Homo sapiens qui devient producteur et qui laisse petit à petit tomber son statut de préleveur, donc de nomade, qui croit la campagne avec soit un tigre aux dents de sabre aux fesses, soit après un mammouth. Ça ne change pas grand-chose en fait. Mais qui tout d'un coup se sédentarise, et voilà, c'est la révolution du néolithique et tout ça. Bon, ça c'est ce qu'on apprend, enfin ce qu'on apprenait à l'époque quand j'étais petit. C'est sûr que maintenant on commence à avoir une idée un peu différente de ce qui a pu se passer. De fait, le défi devant lequel on est aujourd'hui, globalement, même si on est 7 milliards d'individus sur Terre, c'est-à-dire beaucoup plus nombreux que la première fois où on était seulement une quinzaine de millions, grosso modo, je parle des sapiens, hein, sapiens. De fait, le défi de la même nature, en fait, on risque tout simplement de s'éteindre, comme ça nous est déjà arrivé la dernière fois, enfin en tout cas répertorié. Nos paléoanthropologues aujourd'hui sont capables de nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, et notamment nous faire comprendre que le néolithique était tout sauf une révolution. C'était plutôt une involution. Et on a subi, on a même payé très cher cette survie. Et c'est vrai que les restes qu'on retrouve de nos ancêtres, qui sont dans les premiers millénaires du néolithique, sont dans des états épouvantables par rapport à leurs prédécesseurs. Donc ça, j'avais pas bien compris, moi, cette fâcherie-là. Tout d'un coup, je pensais que, bon, voilà, quand l'agriculture était arrivée, c'était la joie et le bonheur, parce qu'on savait produire, donc on stockait, évidemment, il fallait faire la guerre pour protéger ce qu'on stockait, mais quand même, bon, c'était pas tout à fait ça maintenant qu'on voit. Et du coup, ça m'a paru de plus en plus évident, en creusant un petit peu, j'essaie de faire vite, que, en fait, on n'a jamais fait de bonne agriculture. On a toujours fait de l'agriculture contre le vivant. C'est comme ça. Dans les endroits où on fait de l'agriculture depuis le plus longtemps sur Terre, eh bien, ce sont des déserts aujourd'hui. C'est nous qui les avons fabriqués. Alors, je vais vous citer le vieux La Rochefoucauld, puisque quand même c'est une phrase qui résume très très bien la dynamique de notre agriculture depuis le début. Les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Voilà, c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui arrive depuis 1000 ans, quoi, hein, tout simplement. Donc, à un moment donné, quand on a compris ça, on s'est dit, bon, mais comment, maintenant, on pourrait imaginer de faire donc, notre agriculture, c'est-à-dire de produire notre alimentation, et pas que, avec le vivant, et non plus contre lui. Donc ça, c'est la grande question. Alors il se trouve que depuis quelques 20 ans maintenant, je fréquente des gens qui font ça. Alors certains le font en bio, d'autres pas en bio, d'autres en biodynamie, c'est pas le problème.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas le problème. Donc, grosso modo, l'association que j'ai cofondée avec quelques acteurs, elle met les azimuts et les objectifs à atteindre en ligne de mire, et ensuite on considère que chacun de là où il est, que ce soit Canon, Céréalier de la Brosse ou la ferme du Bec et Loin, ou tous les autres, une fois qu'ils visent ces azimuts-là, s'ils sont bien clairs, chacun avec son chemin, essaye de les atteindre. Alors quels sont-ils? On en a parlé toute l'après-midi, on va continuer j'imagine. Je vous les refais rapidos. Le carbone, évidemment, puisque, comme on le sait maintenant, l'agriculture, c'est sans doute un des moyens les plus efficaces que l'on ait et moins cher, si on le fait comme il faut, de capturer du CO2 dans l'atmosphère et de le stocker durablement dans les sols. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, l'eau. De fait, si on fait une agriculture qui va bien, avec des sols qui sont structurés, qui sont poreux, où les vers de terre font leur boulot, et où tous les auxiliaires de culture sont là, il y a des chances qu'on puisse mieux filtrer, infiltrer d'abord, puis filtrer, puis stocker de l'eau, et que c'est peut-être plus intelligent de penser à stocker de l'eau dans des sols poreux que dans des lacs collinaires. Ça, c'est encore une autre histoire. Enfin, bon, voilà. Et surtout, le fait de ne plus avoir des sols imperméables et tassés avec ces semelles de battance que fabrique notre agriculture d'aujourd'hui, ça permet de ne plus les voir lessiver jusqu'à l'océan. Je rappelle quand même que la pédogénèse, ça prend un certain temps et qu'il y a des coins comme chez moi dans le Gers, par exemple, ou sur les collines, on ne cultivera plus rien pendant encore quelques siècles, puisqu'on est sur le caillou directement. Mais bon, c'est pas l'apanage du Gers, il y a plein d'endroits comme ça en France, et il y en a énormément dans le monde, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on passe notre temps à faire du désert. Et on le fait très bien d'ailleurs. Hein. Ces 100 dernières années, on le fait chimique, mais avant on le faisait en bio, mais on le faisait bien aussi. Hein. On a fait du désert avec une efficacité redoutable. Donc l'eau, c'est important, mais il n'y a pas que. La biodiversité, on en a parlé tout l'après-midi, mais la biodiversité, elle ne se protège pas, vous le savez sans doute. Hein. Ça ne veut rien dire de protéger la biodiversité, absolument rien, en termes agricoles en tout cas. Il y a deux options, soit on en produit, soit on la détruit. C'est comme ça, moi j'ai jamais vu faire autrement. De tout ce que j'ai pu constater avec tous les agronomes avec qui je bosse et les paysans avec qui je bosse, ils ont tous cet avis-là, c'est la biodiversité. Ça se produit, et si on veut voir des oiseaux dans le ciel, comme vous le savez, il faut qu'il y ait d'abord des champignons, des bactéries. Au début, des chaînes trophiques, et ces chaînes trophiques, elles ne sont pas sur une petite bande enherbée au bord du champ, elles sont dans la parcelle, au milieu, et dans le sol, évidemment, et partout. Donc cette biodiversité-là, on a besoin d'en produire un maximum, parce qu'on est en train de réaliser, c'est quand même étonnant, parce que Olivier Le Serre l'avait un peu vu avant nous autres, que c'est le moteur de la fertilité, tout simplement. Et si on veut laisser tomber la fertilisation un petit peu pour aller vers la fertilité, si on veut laisser tomber le productivisme pour aller vers une vraie productivité, et si on veut laisser tomber un peu le génie mécanique pour faire confiance au génie végétal, je pense qu'on a une réflexion, tout ça à voir, sur cette production de biodiversité, car c'est vraiment le moteur de la fertilité, et sans doute la garantie qu'on travaille avec le vivant et non plus contre lui. Je n'oublierai pas le quatrième sujet qui est la qualité nutritionnelle et qui est quand même ce qui m'importait au début de mes réflexions en tant que cuisinier et surtout restaurateur, puisque vous savez sans doute, restaurateur c'est un mot qui vient du latin, donc restaurare. Restaurare, ça veut dire remettre en état. Voilà. On peut être restaurateur de meubles, on peut être restaurateur d'œuvres d'art. Quand on est restaurateur d'humains, on est censé les remettre en état, et pour ça, il faut évidemment la matière pour le faire, et donc la qualité nutritionnelle. Donc, ça, c'est encore un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, même si beaucoup de gens y travaillent, on ne sait toujours pas mesurer ça comme il faut, ou en tout cas, on ne sait toujours pas le faire en routine et à un prix raisonnable. On y travaille, hein, mais ça fait partie de nos chantiers. Et puis il y a le cinquième point, après je conclurai, qui n'est pas le moindre non plus. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie dans tous ces sujets-là. Ce sont des azimuts qui sont communs à tous ceux qui travaillent avec nous aujourd'hui. Ben, le cinquième point, c'est la pérennité même du système de production, c'est-à-dire, en gros, la capacité de ces acteurs à se projeter, à être autonomes et non pas prisonniers d'un système, et à pouvoir le transmettre, et que ce soit dans leur savoir-faire ou dans leur business, et en tout cas pouvoir envisager l'avenir avec les générations d'après. Donc il y a un indice pour ça qu'on pourrait peut-être inventer, c'est le bonheur intérieur brut à la ferme, Alexandre.
On pourrait penser à ça dans les indicateurs. En tout cas, voilà les 5 sujets donc, sur lesquels je pense que tout le monde devrait aujourd'hui être à peu près d'accord. Et ben, d'où qu'on soit, et c'est ça que j'appelle en gros la réconciliation, d'où qu'on soit gros, petit, conventionnel, bio, circuit long, circuit court, ou le reste, eh bien, ça ne change rien. Ces objectifs sont là, il faut les viser, et chacun de là où on est, avec des solutions qu'on peut avoir, les retours d'expérience qu'on peut rassembler maintenant, la façon dont on peut les transmettre et les partager. Nous avons tous à viser ces objectifs-là, en arrêtant un peu de se foutre sur la gueule sur les moyens, puisque comme on le sait, ce n'est pas les moyens qui est important, c'est d'arriver au but qu'on s'est fixé. Voilà. Merci Anne Béguin. Alors on va revenir vers Anne Fischer 2 minutes, peut-être pour mieux comprendre comment vous travaillez finalement avec tous les autres acteurs autour de cette question de la phytoremédiation, de la réparation des sols, etc. Parce que finalement vous êtes une artiste designer, mais comment est-ce que vous arrivez à travailler avec des scientifiques ou avec des gens qui sont spécialistes, des pédologues, spécialistes des sols, ou des industriels qui vont tirer de la valeur des produits tirés des plantes en 1 minute, hein, pour faire court, parce qu'on est déjà au bout du temps. Ça marche, ouais. Pour faire bref, ça va partir de ce que je disais un petit peu, analyser un peu le contexte vraiment du sujet sur lequel je vais travailler et d'observer, enfin, d'éplucher de tous les côtés, de voir qu'est-ce qui est fait en lien de près ou de loin, un peu ce qu'il disait. Et à partir de là, il y a, enfin, je pense, designer, artiste, c'est un peu ce qui va faire un lien, c'est une espèce d'intuition où en fait on monte un concept dans sa tête et donc c'est comme ça que je vais au culot aller appeler et dire voilà j'ai cette idée et on va pas forcément me faire confiance tout de suite, mais parfois ça va être aussi ah ouais oui c'est un peu ce qu'on cherche. Mais c'est simplement, souvent, des chercheurs, enfin des spécialistes, on va dire, n'ont pas forcément fait ce lien, et quand je vais arriver vers eux, ils vont se dire « Ah bah oui, mais c'est génial, ça peut être une solution. » C'est ça que vous appelez le design, en quelque sorte, une conception d'un projet, c'est ça? Oui, c'est voir le monde sous la forme d'un projet, sans arrêt, et ça donne un cadre, et ça permet de cadrer justement cet imaginaire, cette créativité, cette intuition, d'un moment donné se dire bon je m'arrête à ce niveau-là parce que sinon c'est sans fin en fait. Et souvent dans les projets on va dire ah oui mais tel et tel aspect, t'en fais quoi? Je dis oui ça va être autre chose, on peut pas tout traiter d'un coup parce que sinon on fait rien. À un moment donné il faut juste se dire faut faire quelque chose, je peux pas tout traiter d'un coup, mais quels sont les liens que je vais créer pour qu'il y ait une cohérence, pour que ça fonctionne, pour proposer une réponse. Très bien, merci. Je pense qu'on a un éclairage. Les gens qui veulent discuter plus en détail sur vos projets sont à leur disposition, j'imagine, dans le temps qui nous reste.